laisser le maximum de temps à l'échange et à l'échange, bien sûr, partage. Donc, le coronavirus a été identifié en janvier 2020 en Chine. Depuis le 11 mars, l'OMS 2020, pardon, l'OMS du Covid de pandémie. La pandémie de la maladie coronavirus 19 a provoqué une sanitaire majeure sans précédent. En Algérie, mais ce serait bien parce que c'est important, le 25 février 2020, visant à juguler la propagation du virus, traduite note, et l'isolement, le confinement, la mobilisation complète du système sanitaire hospitalier ainsi que les établissements médico-sociaux pour protéger les populations fragiles, l'installation des cellules de crise et de coordination multisectorielles et la mise en place des moyens nécessaires. Les mesures d'hygiène et de distanciation physique dites barrières, le recours au dépistage, la fermeture des écoles, des universités, des crèches, des études de formation, de sport et de la suspension et d'autres secteurs aussi. Et ça, c'est relatif par rapport depuis son apparition fin décembre 2019. Donc, c'est des statistiques du 23-12, donc elles sont récentes. En Algérie, au total des cas cumulés, c'est au-delà de 97 000. Le total des décès cumulés, 2705. Alors, total des guérisons cumulées, au-delà de 6 000. Ça, c'est des statistiques aussi récentes sur la plateforme du 24-12 décembre, donc c'est récent, il y a quelques jours. Le 14 décembre, donc voilà ce qui est nouveau dans cette situation. Le 14 décembre 2020, les autorités du Royaume-Uni en SARS-CoV-2 avait été identifié et qu'il est moins virulent, mais d'une transmissibilité plus importante. Donc voilà, et ça, il a engendré de nouvelles peurs, il a amplifié des anciennes peurs. Donc voilà, طفرة جديدة, تحور جديد, سلالة جديدة, الكورونا, le Covid-19. L'épidémie, en parlant en arabe, je rassure certains que voilà, il va y avoir au fur et à mesure des explications en arabe. De toute façon, c'est très simple. L'épidémie du coronavirus a suscité, je l'ai dit tout à l'heure, peur, voire elle a été vécue comme étant directement concernée ou plus à distance. Cette épidémie aussi, elle a été une confrontation à la mort, ou du moins à une menace de mort. Une prédominance, bien sûr, quand on dit angoisse et menace de mort, ça suscite, ça sous-tend d'autres craintes, en l'occurrence l'anxiété qui a été prédominante au départ et puis qui a continué chez certains. Bien sûr, nous allons voir les conséquences psychologiques. Donc, cette anxiété qui est liée à la préservation, l'externalisation de la conscience, mobilisation des capacités physiques éphémères qui تكون أمور ظرفية لا إشكال في ذلك لأنه
أمر طبيعي جدا. المشكلة بالنسبة للمخاوف والقلق من تكون فيه ديمومة في نفس الإحساس وفي نفس السلوكات. Donc, la focalisation et l'attention, la mobilisation, quand il y a un excès, quand elle dure dans le temps, ça pose problème plus tard. Ça pose problème et pour la personne, qu'elle soit atteinte ou non, mais aussi pour le système, dans les différents systèmes relatifs à la vie de cette personne. Alors, le risque d'absence de projection dans le futur, parce que là, ce qui est, non seulement il y a la transmissibilité, il y a la propagation, mais il y a aussi le problème de l'incertitude de la fin de cette crise. Oblige plusieurs à vivre dans l'instant. Le lendemain n'existe pas. Aucune projection n'est possible et ça fait trop peur pour quelques-uns. Bien sûr, nous allons probablement, et nous l'avons dit la dernière fois, ces peurs et ces anxiétés, ces comportements et tout ça, tout ce qui est relatif à cette peur, bien sûr, il diffère, elle est variable d'une personne à une autre et d'un contexte à un autre. Il y a un ensemble de choses sur le plan psychologique, il y a la vie personnelle, il y a les antécédents personnels et familiaux, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, il y a l'étayage de la famille, de l'entourage d'une manière générale qui rentrent en jeu et qui font que certains essayent de canaliser cette peur et de la surmonter, de résilier, de rebondir d'une manière plus ou moins adaptée. Il y a d'autres qui ont été même dans la sublimation, donc jusqu'à trouver des pistes extraordinaires pour non seulement dépasser cette situation, mais aussi pour avoir une certaine place dans la société. Donc, je continue il y a aussi la stigmatisation qui a réactivé ou alimenté le sentiment de rejet, voire d'abandon, avec sentiment de culpabilité. La stigmatisation, ça a été un fait que nos patients l'ont relaté, leurs familles aussi, mais aussi bien les professionnels de la santé. Beaucoup ont vécu avec l'ensemble des problèmes que ça suscite. Donc voilà, il n'y a pas uniquement les patients et leurs familles, mais aussi les personnels de la santé. Il y a certains qui ont pu comprendre et dépasser la situation, il y a d'autres qui ont vraiment, ça les a entraînés à de gros problèmes, je dirais, d'ordre psychologique. Alors, maintenant, les effets psychologiques du coronavirus, nous l'avons bien relaté lors de la première conférence concernant la prise en charge, mais c'est des choses auxquelles j'ai tenu de les rajouter parce que c'était une réalité. Depuis quelques mois, ça a été confirmé dans le monde entier, mais ça a été confirmé aussi dans notre propre pratique où la détresse et situations de crise psychologique ont pris une prédominance, des attaques généralisées, l'altération du jugement, troubles de l'humeur et dépression. Pu rebondir. Il y a eu des ressources en fonction de leurs ressources personnelles et en fonction de l'étayage familial et social, mais il y a d'autres qui ont évolué vers des syndromes du stress post-traumatique. Il y a d'autres qui ont vécu, vous savez, comme antécédent des événements traumatiques, et puis la pandémie, ça a été une belle occasion pour réveiller, pour réactiver ces anciens traumatismes et développer un ensemble de symptômes qui rentrent dans le champ du PTSD, de l'état de stress post-traumatique. Alors, certaines plaintes somatiques sont réalité, c'est-à-dire sur le plan soma, il n'y avait rien par rapport aux examens cliniques et paracliniques, mais ces plaintes, ils ont
ils ont continué, ils ont fait aussi la présence de certains niveaux, beaucoup plus en l'occurrence des urgences. Alors, les troubles du sommeil permanentes concernant l'avenir, et là c'est en relation avec l'incertitude qu'on a abordé tout à l'heure, la colère et l'irritabilité et conduite impulsive, les troubles de l'humeur tels que la dépression et des risques suicidaires, la tendance hypochondriaque, une tendance, le patient a l'impression qu'il est atteint. Alors là, on en a vu beaucoup de cas cliniques dans cette situation. Et ça a demandé un effort gigantesque de la part des professionnels aussi de la santé mentale pour pouvoir aider ces personnes à éclairer les choses et à survivre cette tendance majorée, bien sûr. Les violences comme problème plus de ces situations. Les enfants ils sont constamment pour la plupart à la maison. Donc, des espaces d'échange certains facteurs étaient déjà présents, donc ça a provoqué des maltraitances chez les enfants. Le sentiment d'insécurité et d'isolement, beaucoup plus que les personnes qui ont été confinées. L'épuisement professionnel, et nous avons abordé il y a une petite différence entre burn-in et burn-out. Donc, si je prends un petit exemple, dans le burn-out, il y a souvent, et là c'est beaucoup plus en rapport avec les professions, il y a du présentéisme. La personne, elle est présente, mais contre son plein gré, pour beaucoup de raisons, on ne va pas les étaler maintenant. Alors, les stratégies d'intervention, bien sûr, ces stratégies, ils ont été mises en place afin de comprendre la vulnérabilité des personnes atteintes du COVID-19, de leurs familles et du personnel soignant, et les enjeux psychologiques des soins, afin de réduire la détresse psychologique et les comportements pathologiques, assurer la continuité, du fonctionnement psychologique adaptif, les situations d'incompréhension, développer la résilience, cette capacité de pour s'adapter avec le contexte actuel, développer les capacités d'expression et mobilisation des ressources. Donc, ça a été une belle occasion de la personne et externe au-delà de la personne. Alors, les stratégies, nous les avons évoquées lors de la première visioconférence concernant la prise en charge, mais un petit rappel. Alors, nous avons parlé des premiers secours psychologiques, un dispositif qui a été mis en place, l'accompagnement et suivi psychologique en présentiel, en individuel ou en groupe, l'accompagnement et suivi psychologique à distance, en instantané ou en différé. Et là, il y a beaucoup de choses à en parler concernant les appels téléphoniques, les numéros verts au niveau des permanences, des cellules d'écoute et de soutien, que ce soit en local ou en national. Mais aussi, le problème qui se pose, c'est que la plupart, au-delà des numéros verts, il y a eu des appels
avec les numéros personnels des psychologues et j'espère on va aborder cette question tout à l'heure. Comme Facebook Messenger à travers beaucoup plus ce qui est écrit, les chats. Donc le WhatsApp, mais à mon humble avis, une application un peu plus sécurisée que d'autres. Parce que la sécurité là, elle s'impose. La sécurité des personnes avec lesquelles on est en contact, mais la sécurité aussi, notre sécurité aussi. Donc voilà, dans le système de soins, la sécurité du système de soins. Alors là, il y a eu comme stratégie aussi la psychoéducation, conseil pour hygiène de vie, la sensibilisation est là, un grand salut aux psychologues qui a été très spontané, dévoué pour cette action de prévention avec l'ensemble des supports de sensibilisation du coronavirus, tels que les vidéos, les lives de prévention, les fiches pratiques et dépliants. Et là, il y a des dépliants extraordinaires que j'adore, sincèrement. Des fiches pratiques d'hygiène, des outils de sensibilisation numérique. Il y a là, c'est ce qui a été fait, mais ça, j'espère, nous allons discuter. Alors, capsule de formation, la campagne de sensibilisation à travers les masses médias, radio, télévision. Donc aussi là, il y a eu beaucoup d'échanges de la part des psys que je salue. Je remercie personnellement, ils ont été à la hauteur. Alors, capsule de formation sur les pandémies en présentiel, à distance, publiée sur la page Facebook. Et là, il faut les suivre parce qu'il y a eu énormément. C'est cette raison que j'ai été fascinée par certains. La participation à des débats par visioconférence et webinaire, mais là, c'est beaucoup plus au niveau des cellules d'écoute au niveau des universités. Donc, l'enseignement supérieur qui était là présent avec son dispositif et aussi bien les associations, mais quand je parle de ces dispositifs, voilà, de la santé publique, ils étaient à la hauteur. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros. Des enseignants à l'université, des enseignants en psychologie, des anciens employés des établissements d'autres un peu dans les deux chemins. Donc, ils ont un avec l'université et ils sont en même temps des psychologues de la santé publique. Donc, dans l'espoir qu'il y ait un jour d'autres qui ont été invités, ils ne savaient pas, c'est-à-dire ils ne travaillaient pas, il y avait pas des obligations, des attachements avec l'enseignement supérieur, mais ils ont répondu à l'appel, ils ont répondu à l'invitation et ils ont présenté des webinaires à la hauteur. Voilà, merci à tous et à toutes. Et en attendant, pour le reste qui ont les deux pieds dans les deux espaces, je dirais dans la santé et dans l'enseignement supérieur, en attendant qu'il y ait ce pan à travers le statut universitaire, je l'espère du fond du cœur. Donc voilà, ça c'est une belle occasion pour travailler, pour réfléchir cette question. Et j'invite la tutelle à remettre cette question qui a été longtemps revendiquée sur la table. Donc parmi les liens, il y a le guide que j'ai évoqué tout à l'heure, le guide des premiers secours psychologiques qui représente une solution alternative au débriefing psychologique. Vous savez très très bien que le débriefing, il y a un tas de choses dans le dispositif auxquelles on ne peut
encore dans les premiers temps, c'était pas possible d'installer ce dispositif psychologique. Donc, l'alternative, c'était le guide des premiers secours psychologiques et qui a été traduit par la SARP en arabe. Merci aux sarpistes. Et dans la SARP, il y a beaucoup de psychologues de la santé publique qui sont adhérents et associés à cet espace. Hormis les références recommandées par l'OMS, ce document comporte des liens nationaux. À titre d'exemple, les plateformes telles que la plateforme de la SARP qui a été mise en place, d'autres pages animées par Dr Oussedir au service de pédopsie. Ça, c'est ala sabil al-dhikr, l'al-hasr. C'est à titre d'exemple et qui a été affiché dans le document de la santé mentale. Donc, une plateforme aussi du centre à Tizi Ouzou, à l'université, et j'ai parlé tout à l'heure de l'implication de l'enseignement supérieur et aussi bien les psychologues, soit de la santé publique, soit qui sont d'autres qui ont c'est des psychologues de la santé publique, mais ils ont des liens en continuel avec l'espace de l'enseignement public qui ont répondu à l'appel et ont participé pleinement dans l'échange par rapport à l'épidémie du coronavirus. Donc, les cellules de soutien, donc voilà, un peu partout en Algérie. Donc, un grand nombre de psychologues cliniciens, moi je le dis et je le redis, c'est pour l'ancrage, qu'ils soient cliniciens et orthophonistes volontaires, ils ont répondu à ces dispositifs et ils ont été à la hauteur, je le dis. Nonobstant les efforts de la sous-direction, bien sûr, de la formation, de la tutelle, dans l'organisation des sessions de la formation par visioconférence. Alors, malgré les efforts, malheureusement, et là, nous arrivons à quelques difficultés. Alors, malgré les efforts consentis, l'épidémie du coronavirus a mis les psychologues devant beaucoup de difficultés, dont voici quelques-uns. Il ne me reste pas beaucoup. J'invite tout le monde à désactiver, certains à désactiver leur micro. Alors, malgré tout ça, donc le dispositif, c'est bien, tout a été fait et honorable, c'est à l'image des psychologues, oui. Alors, le coronavirus, il a été soulevé souvent, mais la pandémie, elle a mis en exergue ce problème du dispositif des psychologues incompatible. Hein? Un petit souci. Bon, voilà, je continue. Il ne reste pas beaucoup. Donc, le dispositif des psychologues, il est incompatible avec la demande. Ça, ce que nous avons vécu réellement, mais ce qui a été relaté aussi lors de beaucoup d'échanges avec les confrères et les consoeurs concernant la pandémie. Donc, avec la demande d'intervention et d'accompagnement, le dispositif logistique est là, j'insiste beaucoup plus sur les espaces de consultation, en l'occurrence les bureaux. Donc là, il y a un grand souci et j'invite les responsables, et puis les responsables et chargés de... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de télimètres, je le dis, qui remontent très loin, qui remontent même à 2008, mais malheureusement, dans certains établissements, le problème, il est encore posé. Et ça pose énormément de problèmes parce que beaucoup de psychologues ont beaucoup de volonté, beaucoup de choses à transmettre et à partager, mais malheureusement, les conditions logistiques ne sont pas compatibles. Alors, la nécessité aussi d'une plateforme en ligne. Donc, concernant les organismes employeurs, il y a eu des numéros verts très bien, mais la plupart des échanges en ligne, ou les téléconsultations, c'était... Désactivez les micros, s'il vous plaît.
les appels, les numéros de téléphone des psys. Donc, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, pour désactiver le micro, parce qu'il reste quelques mots à dire. Et je tiens absolument, parce que ça, c'est le miftah, marbat al-faras, le manque de considération aux psychologues dans certains établissements. Il n'y a pas une règle générale, mais c'est une réalité que le psychologue vit. Dans la chaîne où sans l'avis n'est pas nécessaire dans la prise de décision, même celle qui concerne sa pratique ou bien les missions qui lui sont attribuées. Donc, on le sollicite à la dernière nécessité de formation sur la sécurité des consultations psychologiques en ligne via au téléphone. Donc là, une formation concernant la cyberpsychologie. Parce que combien de psychologues que personnellement j'ai rencontrés et qui maîtrisent très bien les consultations, que ce soit en présentiel, et qui veulent se projeter dans cette dynamique de partage en ligne, mais la peur que ces informations, les vies privées des personnes et des familles, ne soient pas en sécurité. Donc voilà, là je... Désactivez vos micros. C'est pas possible vos micros. C'est ça. بالكم désactivez vos micros. لكن ما تعرفوش شوفوا واحد اللي désactiver comme vos micros. Je demande à monsieur l'ingénieur d'Oran de désactiver les micros من عنده بعد. S'il vous plaît. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Les deux dames là qui parlent tout le temps. S'il vous plaît, les gens qui parlent de programme, désactivez votre micro. Subhanallah. C'est pas vrai. Désactivez vos micros. Les deux dames là qui parlent. Non. Je dis là, non. Le micro est désactivé. Vas-y, Waïba, continue. Oui, il me reste je reviens sur la nécessité de formation sur la sécurité des consultations psychologiques en ligne via au téléphone, donc concernant la cyberpsychologie. Il y a des formations. Et là, ce serait bien de la partager, de s'en occuper, que la tutelle s'en occupe pour des formations en évitant bien sûr les spécialistes dans ce domaine pour avoir l'esprit tranquille. Donc, la nécessité aussi de la pratique des réseaux à travers un annuaire des psychologues appartenant aux différents secteurs. Il y a eu des plateformes dans certains secteurs tels que la solidarité, certaines associations aussi. J'avais ouvert tout à l'heure les associations qui ont leur plateforme. Il y a des psychologues qui appartiennent à la santé publique, mais en même temps, c'est des adhérents dans des associations. Et puis, ils ont aussi, ils sont en permanence avec l'enseignement supérieur. Mais l'idéal d'arriver à établir un annuaire des psychologues qui, soit ils ont des liens avec les associations, l'enseignement supérieur ou avec d'autres organismes, mais aussi avec d'autres secteurs tels que la solidarité, jeunesse et sport et éducation nationale. Donc voilà, j'ai laissé les perspectives en point d'interrogation, parce que les perspectives, ils sont relatifs aux difficultés, ce que j'ai proposé comme difficultés concernant les stratégies mises en œuvre et les difficultés tout simplement des psychologues, mais j'ai préféré la laisser en point d'interrogation pour voir ce que les participants proposent, échangent par rapport à ces perspectives.
Et avant de passer la parole à Madame Ben Ousmane, c'est-à-dire vous allez avoir ce document en PDF dans 2-3 jours maximum, Inch'Allah. Mais aussi, et j'ai discuté avec Mme Basma, est-ce qu'il y a un document en plus par rapport aux propositions concernant mise en œuvre et aussi concernant aussi les perspectives de visioconférence. Donc, merci à toutes et à tous. Désolé pour le retard, désolé pour ceux qui ont ou celles qui ont du mal à désactiver le micro. Maintenant, je passe la parole à Madame Ben Ousmane, Madame Clemsen. Madame Ben Ousmane. Oui, c'est bon. Vous nous entendez? Je vous entends, Madame Ben Ousmane, s'il vous plaît. Juste vous demandez à l'ingénieur de désactiver les micros, si c'est possible, de désactiver tous les micros. Après, l'informaticienne, elle nous demande que ce soit de chez vous. On ne peut pas le faire au niveau de Tlemcen. Ah, d'accord. Là, je ne sais pas. Là. C'est indépendant de notre volonté. Ah, d'accord. Merci. Est-ce que vous nous entendez très bien, s'il vous plaît? Oui, moi, personnellement, je vous entends très bien. Je demande aux gens de désactiver les micros. Alors, à mon tour, merci de donner la parole à Madame Poupel. Madame Nasser, je vous remercie de votre présentation et sincèrement, et je voudrais toujours dans votre continuité, toujours rentrer, et pour ne pas qu'il y ait une répétition, en même temps, سأحاول بقدر المستطاع أنني نعبر باللغة العربية والشيء المهم نخليو الترجمة pour le temps إن شاء الله. Alors, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Suivante. Quand on parle, il faut savoir que les Algériens, ils sont Madame Ben Ousmane, le sang. beaucoup de compliments. Ah bon? C'est bon maintenant, c'est bon. Bon maintenant. Oui, ça va, c'est bon. Merci. Oui, d'accord. Il y a juste, je crois que c'est, je ne sais pas où c'est. Il y a quelqu'un qui a activé son son qui ne veut pas désactiver. Je ne sais pas où c'est. Hein. Je suis en train de parler. Oui, le 17 mars. Il y a une erreur de frappe. Je ne sais pas. C'est bon maintenant. بعد حاصلين في الميكرو. سمحوا لنا هذا خارج عن نطاقنا. صبركم في الاستماع. تمثال أستاذة دكتورة. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Merci. On dit que les Algériens, pour faire une lecture, une relecture, quand on parle de traumatisme, et on sait que depuis le mars, tous ont été confrontés, que ce soit les citoyens, que ce soit les personnes qui travaillent, que ce soit les personnels de la santé, leur mode de vie, il a changé. Que ce soit par rapport sur le plan personnel, par rapport aux pénuries, etc. Les écoles ont été fermées, constituant un défi supplémentaire à relever. Suivant. Alors, par rapport, s'il vous plaît, quand on vit dans un contexte d'épidémie, ce n'est pas évidemment adapté point de vue psychique. C'est Rosenblum, qui est psychologue clinicienne, qui a confirmé qu'une épidémie mondiale est un événement traumatogène. Et là,
tous les psychologues allaient dire que c'est un traumatisme. Bien sûr, on est confronté à l'idée de mort. L'idée de mort, elle a été mise en avant. Il y a eu beaucoup de médias. الوسائل السمعيه البصريه يعني ضخمت الاشكال تاع la pandémie. Ou donc les gens, il y a eu un stress, on va dire, collectif. Il faut dire que comme ils se sont sentis concernés et l'idée l'oula c'était le fait de penser qu'ils allaient mourir, etc. Ils allaient perdre un être cher. Et cet événement traumatogène, c'est elle qu'on doit prendre en considération là, surtout en tant que psychologue. Il faut qu'on ait une idée en arrière-plan. Ce genre d'événement, il peut générer une forte charge émotionnelle. Ça a été dit même par Madame Bouquet, par Madame Benasser, pardon, qui est très difficile à contrôler, pouvant avoir de nombreuses répercussions sur le plan psychologique, et c'est le but. La formation, c'est de comprendre les répercussions, الانعكاسات النفسية تجاه هذا. Alors ici, on a schématisé. On a vu que par rapport à l'impact psychologique, d'abord, nous avons la fatigue émotionnelle et qui est important. On l'a retrouvé chez beaucoup de nos patients. C'est important. On a toujours le trouble du sommeil, trouble de l'humeur. Ici, par rapport au trouble de l'humeur, des fois, on oriente vers le psychiatre pour qu'il dans la prise en charge psychologique. La tendance à l'hypocondrie, ça a été déjà l'altération du jugement et la peur des autres. Ici, quand on parle de la peur des autres, c'est la stigmatisation. Une personne est dans un montré du doigt, alors c'est cette batterie de répercussions psychologiques que nous retrouvons depuis le début de la pandémie. Et là, oh là là, ça nous gêne. Désactivez les micros, s'il vous plaît, les deux femmes là qui parlent. Et notre bien-être collectif, ici, ça a été pris, je vous donne la bibliographie par laquelle je l'ai sortie, c'était l'Université du Québec. Si vous êtes intéressé pour prendre, il y a plus d'informations concernant la santé mentale et le bien-être collectif, notamment pendant la pandémie. Alors le stress, bien sûr, on est obligé de parler du stress parce qu'il fait partie de nous, il fait partie du collectif et c'est ce stress-là qui a généré des comportements, des comportements négatifs, etc. Le stress, on sait qu'il est associé à la crainte qu'un des membres de la famille ou des amis soit infectés par le coronavirus. On a vu les gens qui sont hyper vigilants, ils se gênent quand je les vois aussi, etc. Et là, on va dire, la stigmatisation, c'est généralement ce que je viens de dire par rapport aux personnes qui sont infectées et ou bien qui sont soupçonnées d'être infectées. Il y en a qui ne sont pas du tout infectés, mais on les a stigmatisés, on les a montrés du doigt, etc. Il y a surtout aussi le stress qui est lié à l'incertitude quant à la durée de la pandémie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a parlé de première vague, on parle d'une deuxième vague et on est en train de se projeter sur le futur de la troisième vague. J'ai un témoignage de 3 collègues à nous qui sont médecins. J'ai un médecin qui est réanimateur et qui nous a rapporté le témoignage. Madame, la différence entre la première vague et la deuxième vague, c'est qu'à la deuxième vague, on sent qu'on ne peut plus. On n'en peut plus. On perd beaucoup de gens, on perd beaucoup de parents, on perd collègues, comme on appelle un grand professeur au niveau du CHU Tlemcen. Ça a été une grande perte pour notre famille de la santé et c'est comme si on ne sait plus si on doit avancer, on doit reculer. Et là, croyez-moi que tout le monde avait besoin d'une écoute, avait besoin de se rapprocher de l'équipe
psychologiques du CHU Tlemcen, des centres de santé aussi, parce que les personnes n'en peuvent plus. Hein, quand on parle aujourd'hui, peut-être il y a les prémices d'une troisième vague, ça a accentué le facteur anxiogène de la pandémie, et c'est ça qui nous met, on va dire, sur le devant de la scène. Malheureusement, malheureusement, on a toujours répondu présent et on le fait jusqu'à présent. C'est ça qui, nous les psychologues, on doit être fiers de ça. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les facteurs qui augmentent la détresse et le stress psychologique, généralement, c'est être plus exposé aux nouvelles concernant la Covid, c'est vrai. Je ne sais pas si Kamel Sralko, quand vous rentrez travailler, avant on parlait qu'est-ce qu'on avait mangé, qu'est-ce qu'on avait fait. Aujourd'hui, quand on travaillait, il y a eu 400 cas, il y a eu 500 cas, il y a eu des décès. Et ça ne fait qu'augmenter, on va dire psychiquement, mentalement, moralement, le stress aussi. Bien sûr, quand on a un faible sentiment d'efficacité personnelle, je ne peux pas parler ici de burn-out, mais on est dans l'épuisement. Quand on est dans l'épuisement, on a un plus faible. Est-ce qu'on est efficace? Quand sur le terrain, on a dit il faut mettre en place dans le dispositif de psychologie, il faut mettre en place une cellule de crise. La question qui est en arrière-plan, c'était quelle va être notre efficacité? Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner? Est-ce qu'on va être efficace? Mais attention, quand on a ce sentiment d'efficacité qui est faible, là, ça va peut-être augmenter le stress, parce qu'on sait qu'on attend de nous quelque chose. On doit répondre à des comportements négatifs, à des appels, des détresse psychologiques. On va dire que, par exemple, ce qu'on vient parler des signes d'alerte, c'est la première phase du stress. On a au début, c'est toujours un choc, une sidération. Et par rapport à cette sidération, on va dire, on essaie de lutter. C'est ce qu'on appelle des luttes intrapsychiques. Non, je vais pouvoir le faire. Non, je vais être là. Je vais me battre. Et la deuxième phase, c'est la résistance. C'est lutter. La résistance par rapport, s'il vous plaît, n'entends pas, ça me gêne. Et ensuite, bien sûr, ce qui se passe dans la deuxième vague, nous sommes, je parle des personnels de la santé et même des personnes qui viennent en consultation de psychologie, notamment pendant le garde psy au niveau des services Covid, on est dans l'épuisement. Oui, elle a bien souligné tout à l'heure, Madame Bernasser, nous sommes dans le burn-out. On est de plein pied dedans le burn-out. Il y a des personnes qui se laissent aller, qui abandonnent carrément, qui ne veulent plus faire de garde et ramènent le certificat parce qu'ils ont peur d'affronter. Ils ont peur de revivre ce qu'ils ont vécu. Et ce qui a été en plus au niveau du CHU Tlemcen, c'était juste après le décès de notre confrère et frère et ami, le professeur Hadjaj Awallah Saleh. Ça a été un choc, un important choc. Et là, les personnes commencent avec des suivis, des débriefings de psychologie. Les gens commencent quand même à reprendre. C'est suffisant. Et là, avoir moins d'émotions positives. Aussi, quand on parle d'émotions positives, on est dans les négatifs. On n'est que dans le yavoir. Il y a toujours un questionnement, on appelle psychique. Et c'est ce questionnement psychique qui est important. C'est toujours essayer de réactiver, d'assurer, d'orienter, d'accompagner. Et dans le dispositif de prise en charge psychologique, on appelle ça l'accompagnement psychologique, il faut dire que les groupes de parole ont été toujours efficaces. Quand on parle de prise de parole, ça a été toujours efficace et ils ont fait leur preuve au niveau du terrain dans lequel on travaille. Ici aussi, moi j'insiste et j'espère que nos collègues au niveau du ministère vont être d'accord de renforcer les équipes installées. Là, ici, c'est une proposition que nous sommes en train de faire en consensus avec les collègues du CHU Tlemcen, de renforcer les équipes des psychologues du CHU, de tous les CHU à l'échelle nationale, qui travaillent dans les gares, qui font des gares aussi, par les psychologues des secteurs sanitaires, parce que ça a le même impact, on va dire,
parce qu'il y a l'hospitalisation dans le CHU, il y a les décès, il y a les appareils. Tout à l'heure, quand on entend un cliquement, tac, tac, c'est le cliquement de la réa. Il y a beaucoup Donc, essayez de renforcer les équipes de psychologues qui sont dans les secteurs sanitaires pour essayer d'alléger les équipes qui sont sur le terrain au niveau des services du CHU, de tous les CHU à l'échelle nationale. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les conséquences psychologiques de la pandémie sur le citoyen algérien. Il faut dire que pour l'ensemble de la population, الناس كيكونوا يتهضروا هذا الوباء ما حبش يمشي كرهنا عيينا ça c'est des mots qui reviennent tout le temps ما قديناش on n'a plus les moyens parce que attention il y a le facteur économique aussi et le facteur économique il est important aussi il faut dire que quand on parle de conséquences psychologiques sur le citoyen algérien, il faut qu'on pense à l'enfant et à l'adolescent. Parce que l'enfant et l'adolescent, on l'a oublié. Celui qui, les 8 mois sans être scolarisé, il y a eu des répercussions importantes. Et d'ailleurs, les parents amènent en consultation de psychologie leurs enfants pour des troubles, on va dire pour des conflits. Il y a même de la violence intrafamiliale aussi. Alors ici, nous assistons à l'émergence de différents troubles anxieux et nous insistons, sur les troubles anxieux, des troubles dépressifs. Il faut le dire qu'aujourd'hui, pendant cette deuxième vague, il y a eu une émergence, beaucoup de cas qui présentaient des dépressions post-Covid, malgré que nous sommes encore dans la pandémie. On a eu des cas où il y a eu des psychotiques importants et surtout, bien sûr, les psychotraumatiques, puisque cette pandémie a réactivé d'anciens traumatismes psychiques. Ce qui s'était passé, il y en a qui se sont passés greffés sur des anciens traumatismes. Il faut le rappeler à chaque fois, l'équilibre mental des Algériens, déjà, elle a été fragilisée, il faut le dire, par la décennie noire. Nous, anciens psychologues, les anciens, on a travaillé aussi avec des cas et c'était, j'allais dire, des expériences douloureuses. On garde aussi, on a une effraction psychique, on m'a parlé Freud, l'effraction psychique. La situation économique, sociale est gravement perturbée. En termes de santé mentale publique, le principal impact psychologique jusqu'à présent reste le taux élevé du stress et de l'anxiété. Tous les patients que nous avons reçus en consultation, tous les patients que nous avons reçus ont présenté un taux de stress. Et maintenant, nous sommes rentrés dans le stress chronique. On a dépassé les phases aiguës, nous sommes dans le stress chronique. Même si d'autres troubles psychologiques ont fait leur apparition et le stress n'est pas sans connaissance négligeable sur la santé de l'individu. Pourquoi nous insistons de parler du stress? Parce qu'il est le facteur déterminant. D'ailleurs, quand on parle avec des collègues médecins, la première des choses, ils me disent, Madame, nous sommes stress, c'est-à-dire du début, depuis qu'on rentre jusqu'au sort. Et ce stress-là, quand on ne l'évacue pas, qu'on ne trouve pas où évacuer ce stress, par la parole, par les groupes de parole, par le fait d'être entendu, et ça va créer d'autres facteurs, on aura d'autres problèmes de santé, et surtout, par rapport à la somatisation. Suivante, s'il vous plaît. Alors ici, bien sûr, vous connaissez Lazarus, les réactions du stress. On a l'agent stressant, ici c'est le Covid, n'est-ce pas? C'est la pandémie, avec toute la symptomatologie, qu'on connaît du stress, pulmonaire. On a aujourd'hui, on parle d'impact même neurologique, exactement. Et là aussi, il y a encore, la recherche est encore en train d'évoluer en ce sens-là, parce qu'on ne connaît pas tout à fait le Covid. On ne sait pas si on va guérir, si on va mourir. Et c'est cette attente-là, c'est le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'on va guérir ou quand est-ce qu'on va tomber malade, qui augmente, on va dire, l'indicateur d'angoisse. Il va être mis en place, ça va monter, ça va descendre, etc. Bien sûr, il y a deux perceptions. Il y a une capacité où on peut faire face au stress et il n'y a pas de réaction. Mais là où il y a une incapacité à faire face,
après la réaction du stress, on a un stress adapté, il y a des réactions de stress pathologiques et bien sûr, malheureusement, on va avoir l'apparition des troubles psychologiques. Et c'est en ce sens-là où on intervient aussi pour prévenir. On dit que pourquoi on a mis en place sur les terrains des cellules d'écoute, des cellules de crise, etc. Pourquoi on a mis tout ça par rapport à prévenir ces troubles, l'apparition de ces troubles. Suivante, s'il vous plaît. Alors, l'anxiété, vous connaissez tout ce que c'est l'anxiété. On a voulu juste mettre en avant ce que c'est que l'anxiété. C'est ressentir un état de stress sans qu'il y ait réellement un danger immédiat. Ici, l'individu interprète les signaux de son environnement comme une menace. Et là, ce qui est important, c'est ce que vont dire les autres, comment ils voient la pandémie, chacun la voit négativement parlant. Une remarque par rapport, suivante s'il vous plaît, une remarque qui est importante, l'anxiété et le stress, ce sont des réactions psychologiques qui se manifestent chez l'adulte et l'enfant d'une manière différente. L'enfant ne va pas verbaliser, il y a d'autres, c'est-à-dire que ce n'est pas comme l'adulte, mais on doit décrypter ce que l'enfant, à travers son comportement important. Là aussi, j'ai mis, c'est suivant. Traumatique. Comme un trouble pré-personnel, événement traumatique et ont menacé. Cette menace-là qui est importante, leur intégration physique et psychique, ou cette autre, et c'est travailler sur cette peur. D'ailleurs, quand on fait verbaliser une passion, L'état de DSM 4 ou 5, constitue des activités micro-tech. De cette peur, comment vous la voyez? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette peur? Si on devait donner à cette peur, et c'est là où la personne peut verbaliser quand elle a le facteur stressant, c'est le Covid-19. Ce sont des troubles psychiques immédiats, post-immédiats, puis chroniques. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième vague, dans la chronicité. Qui se passe chez une personne après un événement traumatique et ont menacé, bien sûr, pour ne pas me répéter. Suivante. Elle doit être en forme afin de réduire les pressions professionnelles auxquelles tous les personnels ils sont exposés, notamment des tâches. L'isolement social, il est important. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées isolées, qui n'ont pas eu la possibilité, qui ont besoin d'un soutien. Et bien sûr, et là aussi, le fait d'être loin de la famille, des proches, qui figurent parmi les grands défis pour eux, notamment les médecins qui font des gardes, je ne sais pas, alternées entre 24 heures, 72 heures. Et malheureusement, cette coupure crée en eux cet isolement. L'intérêt et l'utilité d'une prise en charge psychologique du personnel médical est important, surtout en ce moment difficile où, alhamdoulilah, ça se fait à l'échelle nationale avec le concours de tous les psychologues qui travaillent sur le terrain. Il y a eu, ça a été dit aussi par Madame Benasser, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en ce sens. En effet, il y a beaucoup de statistiques qui existe un taux important. S'il vous plaît, je lance l'appel à l'EPSP Chelala, Shrega, Galaxy Grand, Usey, désactiver leur micro, sinon je vais du chat.
Madame Ben Osman, vous pouvez continuer. Alors, en éthique médicale, personnel médical, c'est les médecins, les infirmiers et les psychologues aussi, parce que je salue aussi l'efficacité de tous les psychologues à l'échelle nationale et on a beaucoup de psychologues qui ont été infectés par le virus du coronavirus et notamment au niveau de l'unité psychologique de Tlemcen, nous avons eu 8 personnes qui sont encore, il y en a qui ont repris le travail et il y en a qui sont encore qui sont en soins et en convalescence chez eux. C'est important de le souligner, sans parler des infirmiers, sans parler des OP, sans parler des ambulanciers, des médecins, des résidents, des internes, des étudiants en médecine et en psychologie qui venaient du bénévolat. La plupart ont été infectés par le virus. Bien sûr, ces personnes qui souffrent de burn-out, c'est par rapport, nous avons fait cette remarque par rapport à la deuxième vague. Alors, les symptômes physiques de la fatigue psychique, vous le connaissez, les douleurs diffuses, des tensions musculaires, un mal de dos, des vertiges, des maux de tête, des troubles du sommeil et surtout un surmenage. D'ailleurs, la plupart des patients qui viennent, ils viennent avec ce tableau symptomatique. Suivante. Les symptômes psychologiques, c'est une sensation d'irritabilité, des idées noires, surmenage intellectuel, problème de communication, avec épuisement mental. Ici, je vais m'arrêter sur le problème de communication avec autrui. La constatation, on a vu qu'il y a beaucoup, dans certains services, je ne vais pas parler que du CHU Tlemcen ou que dans le PH ou d'un centre de santé, il y a beaucoup de conflits, c'est dû peut-être à cette irritabilité où ça a créé des cassures. On a vu où il y a eu beaucoup de problèmes entre personnels et il fallait intervenir pour la gestion des émotions et la gestion des crises. Ça fait partie du dispositif de soins, de prise en charge et de ce qu'on préconise de faire peut-être pas à court terme, à moyen et à long terme, Inch'Allah. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les stratégies de prise en charge, il faut dire que, et ça a été dit tout à l'heure par Madame Ben Nasser, l'Algérie a mis en place plusieurs moyens de prise en charge psychologique. C'est tout à notre honneur. Je vais en parler de quelques-uns, ça a été cité. Il y a l'Armée Blanche qui consulte, c'est une plateforme qui vise à offrir un soutien psychologique aux staffs médicaux. Il y a eu 275 cellules de proximité à l'échelle nationale. On a eu des visios de consultation. Il y a le SNAPSI aussi. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je parle du SNAPSI à l'échelle nationale et du SNAPSI aussi au niveau de la wilaya Tlemcen, où elle a lancé un réseau d'écoute, de soutien qui a été marqué par la prévention et la lutte surtout contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Suivante. Alors, pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de cellules qui ont été mises, surtout à Tlemcen. Nous avons déjà parlé dans les précédentes communications où on avait une écoute, on assure des gardes jusqu'à présent, et il faut dire que par rapport au témoignage des nouveaux psychologues qu'ils ont repris le flambeau avec nous par rapport aux gardes, qu'ils ont eu aussi des problèmes aussi pas de communication, mais surtout par rapport à la tenue qui était quand même assez anxiogène, par rapport aux patients qui étaient sous, on va dire, respirateur. Il y a eu beaucoup d'éléments où on travaille sur ça par des petites formations internes au niveau de la section de formation du CHU Tlemcen. Ces cellules ont enregistré une augmentation importante, il faut le dire, et jusqu'à présent, elles ont doublé pendant la deuxième vague, elles ont doublé des consultations psychologiques, notamment dans la prise en charge des états anxieux généralisés, ainsi que des troubles de comportement, des phobies, etc. Suivante. Alors, pour prévenir la souffrance du personnel, on a travaillé aussi avec l'équipe du CHU Tlemcen. On a essayé d'adapter les conditions de travail, notamment sécurité, mesures organisationnelles, accompagnement, échange et surtout apaiser les tensions, maintenir et renforcer le lien de confiance et la cohésion des équipes. Ce point-là, il est important parce qu'aujourd'hui, on a un grand problème.
On a un grand problème de personnel, même entre psychologues, hein, il faut le dire, où on est obligé. Et c'est la situation, hein, on va dire, anxiogène qui a réactivé. Et on va laisser ça pour le débat, Inch'Allah. Bien sûr, tout le monde, hein, je pense, tout le monde fait des briefings et des débriefings. Hein. Le briefing, c'est avant de commencer une garde ou de prendre, c'est l'équipe qui se concerte pendant 5 minutes, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et le débriefing, bien sûr, c'est après, et où on dit ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, quels sont nos ressentis par rapport, malheureusement, à la perte d'un patient, d'un ami, d'un frère ou d'un collègue. Suivante. Alors, cette initiative a été lancée pour réduire les effets psychologiques de la pandémie sur les citoyens en général. Suivante. Alors, savoir être présent et écouter, c'est, on va dire, c'est le truc par excellence. C'est, en tant que psychologue, c'est toujours être là, présent, écouter et surtout avoir ce savoir-faire et ce savoir-être parce qu'il est important. Apporter un espace d'écoute empathique et bienveillant. Heureusement, on a un espace, mais il est insuffisant, Madame Benasser. Malheureusement, c'est à l'échelle nationale. C'est vrai, avoir déjà dans les perspectives de travail, c'est penser à mettre en place des cellules de crise, plan Orsec. Et dans le plan Orsec, il y a toujours le psychiatre, il y a le psychologue, il y a les urgentistes, etc. Mais peut-être penser avoir un espace où on peut travailler, pas uniquement dans une unité de psychologie, dans des services, où le patient qui vient ou le confrère qui va venir, il va se sentir à l'aise. Proposer une aide sans imposer. Il ne faut pas imposer l'aide. Hein. S'ils ne la veulent pas, on ne les pose pas. Hein, ça, c'est important. Ne pas trop parler. Et il faut laisser l'autre parler. Et ça, c'est important. Suivant. Encourager toutes les personnes, surtout par rapport aux stratégies d'adaptation, de capacité de résilience. Hein. Et ça, c'est très important. Valoriser une demande de soutien, etc. Informer, orienter et accompagner. Surtout, nous sommes et nous allons rester, nous avons toujours été dans l'accompagnement. Suivante. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que la pandémie du coronavirus se propage à un degré considérable de crainte. Et les mots habitent à la crainte, la crainte, d'inquiétude, de préoccupation dans la population en général et chez certains groupes en particulier comme les personnes âgées, les prestataires de soins, les personnes souffrant d'affections préexistantes et le personnel soignant. En termes de santé mentale publique, le principal impact psychologique à ce jour est un taux élevé de stress ou d'anxiété. La stratégie de prise en charge psychologique est importante afin de prévenir des comportements à risque. Suivante. Alors ici, j'ai mis les références bibliographiques pour les personnes et je vous remercie. Avant de donner la parole à Madame Boubker, j'insiste que nous insistons par rapport aux perspectives. Aussi, ça a été décidé en consensus avec Madame Benasser pour que durant le débat, on pourra faire ressortir de l'ordre des perspectives de ce que nous pourrons faire, Inch'Allah, par rapport au plan Orsec, par exemple, hein, par rapport à mettre en place des équipes mobiles, etc. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Ben Osman. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le débat? Est-ce que les psychologues doivent écrire leurs questions et vous allez répondre, ainsi qu'avec Madame Ben Nasser? Ou bien, qu'est-ce que vous choisissez comme méthode? Madame Ben Osman et Madame Ben Nasser. Alors moi, je ne sais pas, avec toujours Ben Nasser, qu'est-ce que vous décidez, Ben Nasser? On prend les questions et on répond ou on répond à chaque intervention pour ne pas nous éparpiller? Madame Ben Nasser? Oh. Madame Ben Nasser? Oui, ben. Madame Ben Nasser. Oran.
Madame Ben Nasser. Oui. Ah, la voilà. Wahiba. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, maintenant on vous entend. Très bien. Comment on va faire? Vous allez répondre, comment dirais-je, c'est-à-dire ils vont lever la main pour poser des questions ou bien ils vont inscrire les questions? Il me semble qu'on va faire comme la dernière fois. Oui, On va donner la parole à plusieurs personnes, je dirais 5, 6 personnes en même temps. Avant de terminer, donc et l'essentiel, j'espère ce que j'avais dit au départ, parce que là, on passe une réponse. c'est هذه الحاجة الأولى. الحاجة المهمة جدا وهو c'est-à-dire que chacun parle aussi bon une expérience, oui. mais j'aimerais bien, moi j'invite tout le monde et je l'ai dit au départ que كل واحد إذا كان أشياء إحنا ما تكلمناش عليها وهما داروها ولا تكلمنا عليها وعطاتنا جاع إحنا ما pour ceux ou celles qui sont là pour désactiver le micro parce que Oui, bah c'est votre ingénieur et l'ingénieur de Madame Ben Osman qui peuvent passer la parole. Moi, je ne peux pas passer la parole. Hein. D'accord. Oui. D'accord. Allez-y. D'accord. Madame. Alors, s'il y a des interventions, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires à faire, qui c'est qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Nous avons un horaire à respecter. Qui c'est qui veut intervenir? Marhaba bihom. S'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour, c'est l'UHS. CNMS. دكتور معوش محمد مقرن معكم مدام غيلاتي. Oui. Psychologue de la chirurgie cardiaque. Eh ben, j'aimerais intervenir par rapport. D'abord, je vous remercie par rapport à votre intervention. Elle était très intéressante. Mais j'aimerais bien, dans les prochaines formations, là, je vais parler en arabe pour que mes collègues. Bien sûr, vous pouvez parler en arabe, oui. Je préfère. هنايا حاليا رانا في الوصف عملية الوصف نتكلموا على الأعراض على أعراض الصدمة هنا في لي فورماسيون اكطويل انا بوكو بلوس في عملية الوصف نتحدثوا على ما هي الطرق العلاجية اللي نستعملوها أوطون كو كلينيسيان devant des patients. En tant que praticien, on a de l'expérience. Par rapport aux jeunes psychologues récemment recrutés, nous avons les nouvelles tendances d'intervention psychologique. Personnellement, par rapport à Madame Ben Osman qui a fait une formation في Tlemcen récemment l'an passé. Nous parlons les techniques d'identification de peur inconsciente, il y a la typie, les techniques de relaxation. La relaxation elle est contre-indiquée pour la dépression. Moi, je vois que c'est le contraire. La relaxation, elle est très importante pour sentir d'abord tout ce qui est angoissant parce qu'on parle de la relaxation, elle a les sensations physiques qu'on doit الأحاسيس الجسمية كاين الأحاسيس الجسمية وما كيجيو المشاعر الخوف ودابيتيد كيقول لك لو باسيون يبدا يحس بديك لونغواس نعطينا مثال حية جو بريفير أمثلة حية pendant mes consultations qui commence de sentir que l'angoisse j'ouvre les yeux. Non, on va continuer juste parce que on va travailler sur le système nerveux cérébral.
le système archaïque. Ça veut dire هنا le psychologue ما دايرش فيه يثقف يقرا لا فيزيونومي على الجهاز العصبي المركزي. ماذا بينا نكونوا شويه يطلع شويه المستوى تاعنا يكون عندنا on est en train de travailler هنايا مع le personnel médical. C'est-à-dire le patient, devant un patient qui présente une anxiété, une attaque de panique, on doit gérer, qui fait par la respiration, la technique de relaxation, sentir les sensations physiques et émotionnelles. اللي نتكلم ربما يدخل في التقنيات العلاجيه اللي يستعملوها. ماذا بينا لي بروشين فورماسيون نتقاسموا نتقاسموا الخبرات نتاعنا ما بين الزملاء. ما هنا نتكلموا على الوصف يقراوها في دي اس ام 5، يقراو في الكتب، يقراو في كاين في اليوتيوب، كاين دي فيديو تري انتريسونت. مي ماذا بينا هنايا شويه ندخلوا في التقنيات de préférence parce que les formations elles sont très coûteuses. واحيانا on peut pas بالك ما نقولوش دراهم ولا تؤتوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لازم ننفقوا شويه من الجيب تاعنا باش نطوروا. حاليا هنا j'invite mes collègues à faire des formations. Il y a des formations en ligne qui sont très intéressantes. وربما نقدروا نتقاسموا الخبرات نتاعنا حنا ensemble. Et je vous remercie madame. Madame Ben Nasser, madame, restez avec nous. Madame Ben Nasser, est-ce que je peux intervenir parce que c'est très important au cas où on aura les mêmes questionnements. Je voudrais juste insister auprès de madame, tout ce que vous avez dit est très pertinent. Barakallahu fi. Mais attention, ne faites pas l'amalgame. Nous ne sommes pas dans la prise en charge psychologique. Nous sommes dans une situation d'exception. Pourquoi nous avons introduit la clinique? Parce qu'il y en a, on ne fait pas la différence entre l'angoisse et le stress. Et d'où vient le stress? D'où vient la peur? Parce que là, nous avons changé de symptomatologie avec la deuxième vague. Ici, quand vous me dites donner des techniques, mais les techniques, elles peuvent se faire en amont. Après, c'est quelque chose qui est de l'ordre des perspectives à long terme des gars. On n'est pas dans la prise en charge. C'est ça la malgabe. Quant au je suis convaincue que beaucoup de psychologues qui sont à notre écoute à Tiom Saha ont bénéficié de formations, qu'elles soient payantes ou non payantes. Et d'ailleurs, le ministère est en train de s'atteler à faire une formation uniquement sur les techniques. Et quand on parle de pandémie, ça n'a pas la même, on va dire, connotation. Je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à vos doléances. Yatek Saha, madame. Madame Ben Osman? Oui. Allez-y, Aïba. Madame Nasser. Allez-y, madame, oui. Alors, bonjour madame. Je suis psychologue clinicienne, service de Bni Messous. Oui. Oui, on vous entend. Voilà, madame, j'étais parmi les gens qui ont été contaminés par le Covid. Et vraiment, c'est une mauvaise expérience pour moi. Et pourquoi? Parce que ça joue beaucoup sur le moral et sur le psychique de l'être humain. C'est vrai qu'il y a une grosse peur. Quand on a la peur, c'est-à-dire la peur de ne pas guérir, la peur de contaminer les gens et tout. Donc,